Aujourd'hui, je vous parle de l'expatriation fiscale aux Émirats arabes unis et plus particulièrement à Dubaï, puisque c'est euh, l'émirat qui, euh, qui compte le plus de Français et qui attire le plus les Français. C'est une destination qui s'est beaucoup développée depuis le Covid et nous intervenons régulièrement depuis à peu près une dizaine d'années. Ça fait partie des destinations vraiment privilégiées par les Français et souvent, quel que soit leur âge, aussi bien les familles que des jeunes ou encore des, euh, des retraités. Donc, le premier sujet en matière de fiscalité internationale et notamment de fiscalité personnelle, c'est la notion de la résidence fiscale. Et c'est extrêmement important dans notre sujet. Alors, il existe une convention fiscale avec les Émirats arabes unis et normalement, on doit privilégier la convention par rapport au droit interne puisque au niveau de la hiérarchie des normes, le traité a une hiérarchie supérieure au droit interne. Donc effectivement, classiquement dans une convention OCDE, on va aller voir les critères retenus par l'article 4. Ils sont similaires à ce qu'on a l'habitude de voir en la matière, c'est-à-dire qu'on va commencer par le foyer d'habitation permanent, le centre des intérêts vitaux, éventuellement après le lieu de séjour habituel et puis la nationalité. Donc, c'est des critères qu'on analyse normalement de manière des deux niveaux, aussi bien en France puis aux Émirats arabes unis. Et après, lorsque les critères sont remplis dans les deux États, on va passer au deuxième critère et ainsi de suite. Par contre, dès qu'un critère n'est rempli que dans un État, on va considérer que la personne sera résidente de cet État. Ce qui joue généralement, c'est avant tout le foyer d'habitation, puis le centre des intérêts vitaux ou centre des intérêts économiques. Mais il se trouve qu'aux Émirats arabes unis, on a une petite complication parce qu'on a un article 19.2. Alors, pour expliquer pourquoi cet article existe, tout simplement, il faut savoir que le mécanisme d'une convention fiscale est toujours le même, c'est-à-dire qu'on va définir la résidence fiscale, définir l'imposition, puis à la fin de la convention, on va expliquer comment on combat la double imposition. Et là, on a un article 19.2 qui, dans ce cadre-là, joue un peu le rôle d'une clause balai. Alors, il faut le trouver, il faut savoir le lire, mais ce que je demande rarement à mes clients, mais l'interprétation est certaine et a été confirmée par les tribunaux. On explique quoi? On explique que si vous êtes résident aux Émirats arabes unis, euh, et vous ne devez pas remplir les conditions de la résidence fiscale française au regard de la définition du droit interne. Ça veut dire que dans l'analyse de la résidence fiscale qu'on vient de voir, il faut aussi respecter les dispositions du droit interne. Or, les dispositions du droit interne qui sont reproduites dans l'article 4B du Code général des impôts, on a des critères alternatifs. C'est-à-dire qu'il suffit de remplir un des critères pour être résident fiscal français. Ce qui signifie que lorsque vous devenez ou souhaitez devenir résident fiscal d'Ubayotte, pour que ça fonctionne, il faut que vous puissiez respecter les conditions de l'article 4B. Alors, il y a une condition qui concerne les dirigeants d'entreprise que je n'ai pas indiqué ici parce que c'est pas le lieu, mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de lieu de séjour ou de foyer d'habitation en France. Donc, ça veut dire que c'est aussi bien une ancienne résidence principale qu'une résidence secondaire, qu'il ne faut pas exercer d'activité professionnelle sauf à titre accessoire et, et non plus ne pas avoir le centre de ses intérêts économiques. Et la notion de centre de ses intérêts économiques résulte d'abord d'un poste de mandataire social, puis après de l'analyse des sources de revenus
entre sources françaises et sources hors de France. Donc, euh, j'ai l'habitude de dire que devenir résident fiscal d'Ubaïote, ça peut être le plus compliqué. Lorsqu'on n'a pas grand-chose en France, c'est plutôt simple, mais dès qu'on est dirigeant d'entreprise, ça peut être extrêmement compliqué, voire risqué, et on a pas mal de jurisprudence. Et puis, c'est des éléments qui quand même, ont beaucoup bougé en termes procéduraux ces dernières années, puisque on a eu un certain nombre d'influenceuses qui se sont installées aux Émirats arabes unis, qui ont vu leur fiscalité et des redressements venant de France parce que la France considérait que ces personnes vivaient effectivement à Dubaï, mais souvent avaient conservé certains critères de l'article 4B du Code général des impôts. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur cette application. Maintenant, pourquoi on a cette disposition 19.2? Ben, il suffit de voir les dispositions fiscales aux Émirats arabes unis et les comparer à ceux de la France. Donc, je rappelle qu'en France, on a un impôt sur le revenu avec aujourd'hui quatre tranches, une contribution sur les hauts revenus, bientôt une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, un impôt sur la fortune, un impôt sur le patrimoine, notamment avec l'impôt sur la fortune et la taxe foncière, mais également des droits de succession qui sont quasiment les plus élevés des pays de l'OCDE. À côté de ça, aux Émirats arabes unis, on n'a pas d'impôt sur le revenu. On a un impôt sur les sociétés qui a été initié en 2023, mais sur lequel on peut imputer des rémunérations dans une certaine limite et donc le neutraliser pour partie. Pas d'impôt sur le patrimoine, pas d'impôt sur les successions, une TVA bien souvent à 5%. Et élément supplémentaire extrêmement important, une absence de retenue à la source en France sur les dividendes versés par des sociétés françaises à des résidents fiscaux dubaïotes. Donc quand on regarde tout ça et qu'on a des personnes qui souhaitent être un peu plus au soleil, être dans une activité internationale et quitter la France, le critère et les éléments concernant Dubaï vont permettre à un certain nombre de personnes d'être satisfaites. Et donc, c'est pour ça qu'on a le sujet de l'expatriation fiscale à Dubaï, parce que Dubaï et les Émirats arabes unis sont un paradis fiscaux. Sans aucun doute, on n'est pas sur un mécanisme comme on l'a pu le voir au Portugal, comme on peut le voir aujourd'hui en Italie ou en Grèce, c'est-à-dire des mécanismes qui vont être temporaires, 5 ans, 10 ans, 15 ans au maximum. On est vraiment sur le système fiscal lui-même. Et donc, on pourrait effectivement comparer ça à ce qu'on trouve à l'île Maurice, bien qu'à l'île Maurice, on ait des impôts, mais un différentiel beaucoup moins important, on va dire à mi-chemin entre la France et les Émirats arabes unis. On a aussi Andorre, qui a une fiscalité privilégiée, ou beaucoup plus loin, des destinations comme le Panama. Donc, fiscalité privilégiée, mais qui dit fiscalité privilégiée dit quand même le sujet à se poser et à regarder, de se dire que pour autant, on peut avoir et conserver une fiscalité en France. Une fiscalité en France, pourquoi? Il y a deux éléments qui importent, la cession de la résidence principale et l'exit tax. Il faut savoir que les Émirats arabes unis n'ont pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement d'impôts. Donc, on va se retrouver avec un élément extrêmement important et qu'il faut connaître, c'est si vous souhaitez vous installer là-bas et que vous voulez préalablement ou vous souhaitez vendre votre résidence principale, il faudra le faire avant de poser le pied aux Émirats arabes unis. On est dans un mécanisme où le jour où vous posez le pied aux Émirats arabes unis, vous devenez résident fiscal d'Ubaïote, votre résidence principale devient une résidence secondaire et de ce fait, vous perdez l'abattement résidence principale. Contrairement à des destinations qui ont signé avec la France une convention en matière de recouvrement, comme l'île Maurice. Deuxième élément sur l'exit tax, on rentrera après un peu plus dans le détail,
dans la mesure où on n'a pas effectivement cette convention signée avec la France. Lorsque vous partez aux Émirats arabes unis, vous devez déposer au moins 90 jours avant de partir un dossier d'exit tax et proposer une garantie. Attention, on a l'administration fiscale qui en ce moment conteste beaucoup des garanties qui sont proposées, et notamment les nantissements, parce qu'elles essayent de freiner les mécanismes de départ. Ça risque vraisemblablement de se terminer devant les tribunaux, puisque on a un changement de politique de l'administration fiscale qui ne s'appuie sur aucun texte, et les textes permettent de se contenter de donner un nantissement sur des titres. Donc, si je reviens sur le sort de la résidence principale, on voit donc qu'on a un régime de plus-value qui va plus du tout être favorable, et on va se retrouver avec une imposition en fonction de la durée de détention. Et puis, une autre chose, si vous conservez des biens en France, vous allez avoir le sujet de l'impôt sur la fortune immobilière ou éventuellement de taxes d'habitation. Donc, même si vous partez, même en respectant tous les critères, vous pouvez avoir encore une fiscalité française. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez votre résidence principale, vous vous dites, je ne vais pas la vendre parce que je ne suis pas sûr de rester longtemps aux Émirats ou parce que j'hésite. Et donc, vous allez la mettre en location. Vous allez perdre l'abattement de 30% au niveau de l'IFI et vous ne pourrez bénéficier que de l'abattement de 20% à ce titre-là. Donc, l'IFI sera normalement plus important sur la seule détention du bien ou de l'ensemble de votre patrimoine. Ce qui concerne l'exit tax, comme je l'ai dit, il faut déposer un dossier avant de partir de France. Et au moment de la première déclaration, on fera ce qu'on appelle le suivi de la déclaration d'exit tax. Et tous les ans comme ça. On est sur une durée d'exit tax de 2 ans ou 5 ans. Attention, l'actuelle loi de finances en discussion au Parlement créerait une exit tax de 15 ans. Euh, les autres conditions ne bougeant pas. Alors, c'est un côté extrêmement pratique de venir à un délai de 15 ans, c'est que euh, Bercy n'a jamais mis à jour sa documentation de base. Donc, quand je vous dis aujourd'hui que l'Exitax, c'est 2 ans ou 5 ans depuis 2018, vous vous rendez compte que les textes sont les mêmes que ceux de 2012. Quid de la sécurité sociale lorsque vous partez de France et même si vous conservez une, une rémunération en France, vous ne pouvez plus bénéficier de la sécurité sociale française, sauf si vous êtes retraité et vous avez cotisé au moins 15 ans. Donc, vous irez vers un régime CNAREF, qui est la caisse qui a été créée pour les Français résidant à l'étranger. Par contre, si vous êtes non retraité, généralement, vous allez prendre une sécurité sociale privée par l'intermédiaire de la Caisse des Français de l'étranger. Au niveau des obligations fiscales que vous allez avoir, euh, tout s'arrête pas le jour de votre arrivée. Il va falloir prévenir l'administration de votre départ de France, le faire dans votre déclaration d'impôt au titre de l'année de départ de France en coupant la déclaration, donc en faisant deux déclarations en fonction de la date de départ. Une première déclaration de 2042 classique, on va dire habituelle, et puis une deuxième 2042 NR comme non-résident qui va acter votre départ de France et qui va préciser les rémunérations de sources françaises intervenant postérieurement à votre départ. On a aussi un sujet sur la gestion du prélèvement à la source lorsque les personnes sont retraitées. Les retraites privées, par définition, ne sont pas imposées en France. Néanmoins, le jour où vous partez, vos caisses de retraite, elles fonctionnent comme un employeur, donc il va falloir leur demander stopper. Grosso modo, elles vont stopper les prélèvements sur un délai de 3 à 6 mois et après demander par réclamation à l'administration fiscale le remboursement des sommes. Dernier élément concernant les obligations fiscales, il faut bien comprendre qu'un non-résident
est une personne qui n'est pas imposée de la même manière qu'un résident. On n'est normalement pas imposé en fonction du foyer familial, mais en application d'un taux qui ne peut être inférieur à 20%. C'est pas totalement vrai, notamment sur les revenus de source française. On a les salaires de source française, on a un barème, mais on a, par exemple, pour les revenus fonciers, vous êtes non résident, vous résidez à Dubaï, vous avez encore des revenus fonciers parce que vous avez du patrimoine immobilier, donc, avec une transparence fiscale, si c'est une SCI transparente ou parce que vous détenez directement les biens, vous allez être imposé à 37,2%. Ça signifie 20% d'impôt sur le revenu minimum, plus 17,2 de contribution sociale, et cela dès le premier euro. Donc, vous avez un revenu foncier de 1000 euros. Je parle de revenus et pas de loyer, hein. Donc, la différence entre vos produits et vos charges, vous aurez quand même une imposition de 37,2%. Et si vous dépassez les 27 000 euros, vous passerez à 47,2% d'impôt. Quand je l'explique à mes clients qui viennent me consulter sur des sujets de départ de France et des assistances, euh, ils frémissent lorsque je leur explique les mécanismes de taxation. Parce que bien souvent, on se rend compte que les retraites ne sont pas imposables en France, mais du fait de la surimposition des revenus fonciers, on rattrape souvent ce qu'ils avaient gagné d'un côté, voire on a une fiscalité plus lourde pour le contribuable. Donc, voilà sur les éléments que je voulais vous rappeler. Je rappelle l'élément essentiel dans la notion de résidence fiscale, et c'est vraiment l'élément qu'il faut regarder avant de se dire je pars. C'est d'ailleurs nous le seul sujet qu'on regarde lorsqu'on vient nous consulter, c'est est-ce que vous allez devenir résident fiscal d'Ubayotte à partir du moment où vous vous installez là-bas. C'est pas si évident que ça, et il faut savoir que vous pourriez ne pas revenir en France pendant 2 ans, et pour autant que la France vous considère comme résident fisco-français. Donc, attention, ne vous dites pas je suis là-bas, je suis résident fiscal, c'est beaucoup plus complexe. Il faut remplir les trois conditions de l'article 4B. Et puis après, vous avez une fiscalité quand même qui est hyper favorable. Dernière précision quand même, parce que quand on fait de l'expatriation, on sait que nos clients, à un moment ou un autre, vont revenir en Europe ou en France. Aux Émirats arabes unis, il faut toujours être capable de démontrer l'origine des fonds que vous avez gagnés. Parce que lorsque vous allez vouloir transférer ces fonds en Europe, dans un pays de l'OCDE ou même en France, les banques avec leur mécanisme de compliance, n'accepteront pas votre argent si vous n'êtes pas capable de démontrer que ça vient d'une activité ou d'un gain, donc, ou d'un gain immobilier, par exemple. Donc, faites très attention, il faut toujours garder des éléments concernant ce point-là. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire et je vous donne rendez-vous à très bientôt.